enquêter sur les violences sexistes et sexuelles, l'art et la matière. On va se demander ce que c'est que d'enquêter sur les VSS. Qu'est-ce qui a changé? Quelles sont les questions que vous journalistes, vous posez? Les débats déontologiques, les limites à se fixer ou pas? Comment vous vous formez d'ailleurs pour interviewer des victimes, mais aussi des mises en cause? Quelle formation vous avez reçue? Et puis l'opinion publique, elle est mûre pour lire des histoires complexes, comprendre la sidération, l'emprise, la mémoire traumatique. Et les rédactions, elles sont mûres, elles aussi, pour comprendre ça. Comprendre qu'il y a peu de bonnes victimes qui ont le bon viol, qu'une femme peut ne pas porter plainte par défiance envers la justice, que la justice ne peut pas tout non plus. Est-ce que les rédactions sont prêtes? Et puis comment on fait le portrait des idoles déchues? Alors vous allez entendre des noms connus, hein, évidemment, mais pour un premier tour de table, on va commencer avec Léna Higues, et après on va dérouler jusqu'à Tristan. Moi j'ai une première question à vous poser, c'est les 6 ans de MeToo demain. Qu'est-ce que MeToo a changé à votre pratique du journalisme à tous les trois? Léna Higues-Bredou. Bonjour, merci beaucoup de cette invitation. Alors c'est une première question assez difficile parce qu'en réalité ça a à la fois tout changé et rien changé. Ça a tout changé parce que ces sujets aujourd'hui existent, on en parle aujourd'hui, on a cette discussion il y a 6 ans, probablement on ne l'aurait pas eu, ça aurait été très difficile de la mettre en place et il y aurait sans doute eu beaucoup moins de monde à se poser cette question. Donc ça a radicalement changé. Ce qui a radicalement changé, c'est la place de ces sujets et de ces enquêtes dans la presse, écrite, audiovisuelle, peu importe, dans les médias en général. Et ce qui a changé aussi, probablement, c'est le fait qu'on le prenne au sérieux. C'est-à-dire que ce soit un sujet aujourd'hui unanimement considéré comme d'intérêt général, d'intérêt public. Une fois qu'on a dit ça, j'ai dit unanimement, c'est pas tout à fait vrai. Disons que c'est majoritairement le cas aujourd'hui. Les termes de la discussion ont changé, mais il y a encore énormément de résistance sur ces sujets, sur ces questions. Et au quotidien, ça se ressent, ça se voit dans la difficulté qu'on a parfois à faire émerger certaines enquêtes dans le débat public, à devoir s'en défendre, se justifier. Et puis aussi, ce qui n'a pas changé par ailleurs, c'est que les enquêtes sur les violences sexistes et sexuelles reprennent les mêmes méthodologies d'enquête que toutes les enquêtes journalistiques. On doit répondre aux mêmes règles professionnelles, déontologiques, de rigueur, de faits, d'information que toutes les autres enquêtes. Je le répète souvent parce que c'est un point essentiel. Alors, normalement, on a une très jolie slide qui vous indique que Léna Higues-Bredou est co-directrice éditoriale de Mediapart et est responsable aussi des questions de genre. Là, une première en France, hein, d'ailleurs, c'était Léna Higues. Tout à fait. Ah, voilà. Presse écrite, toujours avec le journal Le Monde et Raphaël Baquet, qu'on ne présente plus, je crois. Qu'est-ce qui a changé, Raphaël? Je ne sais pas de quand date votre première carte de presse, mais qu'est-ce qui a changé depuis MeToo dans votre pratique du journalisme, Raphaël? Et qu'est-ce qui a changé peut-être à la rédaction du Monde aussi? Moi, je pense que ça a changé même avant MeToo, à vrai dire, et je m'en félicite personnellement. Mais je pense que quand même, la façon de considérer les agressions sexuelles a changé avec MeToo, mais la façon de considérer les femmes tout court a changé avant, heureusement. Et je le sais parce que j'ai commencé ma carrière plutôt dans le journalisme politique. Donc, lorsque j'ai commencé, c'est-à-dire au tout début des années 90, c'était pas du tout la même chose. Les femmes journalistes et les femmes politiques étaient quand même pas du tout accueillies de la même façon à l'Assemblée nationale qu'aujourd'hui. Donc, il y a quand même eu un énorme changement. C'est-à-dire quoi? On vous sifflait? C'était monstrueux, bien sûr. On nous sifflait, on avait toute une série de propositions graveleuses alors qu'on était venu faire une interview. Oui, bien sûr. Il y avait d'ailleurs une génération d'hommes qui avaient ce genre de pratique, pas tous, bien sûr, heureusement, et qui, avec leur départ, ça a beaucoup changé de choses. Je pense que la parité a énormément changé de choses. À partir du moment où les femmes sont arrivées en masse, et en tout cas pratiquement à égalité, en nombre, avec les hommes, ça a considérablement changé la façon de s'adresser aux femmes, de les traiter, et ça a quand même beaucoup changé, vraiment amélioré grandement les choses. L'affaire Strauss-Kahn a changé beaucoup de choses, médiatiquement parlant, et aussi dans les milieux politiques. Je me souviens vraiment qu'avant que l'affaire du Sofitel n'éclate, ce qui concernait le comportement de Dominique Strauss-Kahn dans la presse était considéré comme relevant de la vie privée. On le disait très souvent, c'est la vie privée, on n'y touche pas. Donc le fait qu'il soit aussi
le mari d'une grande journaliste en vue comptait aussi, il faut bien le dire, dans la façon dont on appréhendait les choses dans la presse. Donc l'affaire Strauss-Kahn, c'est le dernier scandale pré-MeToo, si je puis dire. Mais d'une certaine façon, MeToo arrive avec tout ça. Et MeToo est le dernier coup de pied, si je puis dire, dans la porte et a achevé de changer les choses. Enfin, je pense qu'il y a encore toujours beaucoup de progrès à faire, mais tout simplement parce que cette fois-ci, les femmes parlent. Alors qu'avant, elles étaient beaucoup plus réticentes, et on peut le comprendre, enfin, pour 1000 raisons que vous connaissez. Mais donc, désormais, elles parlent. Et donc, les enquêtes, la façon de pouvoir les mener a aussi beaucoup changé. Et pour nous, au journal, évidemment, c'est très important. Ça fait partie de nos valeurs. Et en même temps, et Helena Eck l'a dit, il faut garder nos méthodes journalistiques. Donc c'est parfois d'ailleurs difficile pour certaines victimes de le comprendre, mais c'est normal. On continue à faire des enquêtes comme on le fait sur tous les sujets, sur ces affaires-là, qui sont difficiles à mener. Moi, je crois qu'il y a un dernier progrès à accomplir, c'est de ne pas se cantonner à faire des enquêtes que sur des gens connus, car c'est une difficulté aussi. Il y a beaucoup de milieux dans lesquels MeToo, parce qu'il y a des scandales, évidemment, font évoluer le milieu à marche forcée, et tant mieux. Mais il y a aussi beaucoup de milieux qui, justement, parce que la presse n'y met pas le nez, parce que les gens ne sont pas connus, parce que ça concerne la vie quotidienne des entreprises, par exemple, ces milieux-là ne changent pas beaucoup. Et c'est un vrai défi pour les médias. Et je pense qu'il faut aussi s'intéresser à ces milieux où les agresseurs sont des gens tout à fait lambda. Et comme ils sont moins connus, on est moins tenté de faire des enquêtes sur eux. Merci Raphaël. Alors Tristan, c'est intéressant parce que même si vous n'enquêtez pas, vous avez des enquêteurs qui enquêtent, mais vous avez survolé pas mal d'enquêtes, on y reviendra. Mais première question, qu'est-ce que MeToo a changé pour complément d'enquête ? Merci de m'inviter. Déjà, je t'avais dit que je ne me sentais pas complètement légitime parce qu'effectivement, contrairement à Mediapart qui a mis en place un service qui ne travaille que sur les questions de VSS et qui a toute une réflexion sur la manière, enfin voilà, je pense que vous faites un travail formidable qui ne se fait pas forcément ailleurs. Contrairement à Raphaël Baquet, moi, quand jeune journaliste, j'allais à l'Assemblée nationale, je ne me suis jamais fait siffler ou mettre de main aux fesses. Donc voilà, il y a un sentiment d'illégitimité. Néanmoins, c'est vrai ça fait 15 ans que je travaille et je vois quand même une manière d'évoluer sur ces questions-là. Typiquement, on parlait tout à l'heure de l'affaire DSK. À l'époque, j'étais à TF1. C'était en 2011 et je me souviens j'avais rencontré plusieurs fois Tristan Banon qui avait été elle aussi victime de DSK et je m'étais pris des réflexions dans la figure qui pourraient plus avoir lieu aujourd'hui. Enfin, je les imagine en tout cas plus difficilement. On m'expliquait, c'est le chef du service politique de l'époque à TF1 qui m'avait expliqué, non mais attends, Tristan Banon demande à tous les journalistes politiques, elle se balade en mini-jupe aux 4 colonnes à l'Assemblée, donc elle peut se plaindre aujourd'hui, mais elle l'a bien cherché. Et on n'avait pas eu le droit à l'époque pour le 20h de TF1 de faire ce témoignage-là. Ça avait été ça avait créé beaucoup de remous avec la SDJ, la Société des journalistes, etc. Déjà à l'époque, ce qui montrait bien qu'il y avait quand même une part d'incompréhension, peut-être un conflit aussi peut-être générationnel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis MeToo, depuis les scandales qui se sont succédés, j'ai l'impression que qu'on est davantage prêt à accueillir la parole des femmes, même s'il faut faire ça de manière, vous le disiez, journalistique, et que parfois il y a c'est presque un peu antinomique, parce qu'on explique qu'il faut accueillir la parole des femmes, et en même temps, nous, notre métier, c'est aussi de recouper, de mettre en doute parfois ce qui peut être extrêmement violent pour quelqu'un qui a été victime. On parlait du consentement tout à l'heure. Nous, c'est vrai que quand on fait de l'enquête, on est parfois très insistant pour essayer d'obtenir des témoignages, qu'il s'agisse de sujets de VSS, mais aussi d'autres sujets. Quand je sais pas, on veut convaincre tel ou tel témoin de parler, je sais pas, une victime de violence policière, on va lui dire, tiens, mais non, c'est important, il faut le faire pour les autres, etc. Quand vous êtes face à une femme qui a déjà été victime d'un homme qui n'a pas respecté son consentement, ça va être compliqué de se retrouver avec quelqu'un qui va être lourd, même si ce n'est pas le même genre d'insistance, mais ça doit rentrer en compte. Donc oui, c'est sûr que ce type de violence est à la fois un sujet journalistique qui doit être traité comme les autres, et en même temps, il y a une singularité qu'on doit respecter, questionner, et on n'a pas toutes les réponses d'ailleurs, et on évolue au fil des mois et des années.
On a parlé de l'affaire Strauss-Kahn. Moi, je voudrais qu'on parle de l'affaire Beaupin, parce que pour moi, l'affaire Strauss-Kahn, c'était sexe et politique, mais on n'était pas encore vraiment dans cette histoire de violence sexiste et sexuelle. Et je me demande si c'est pas plutôt l'affaire Beaupin où on a vraiment, enfin, je me tourne vers la spécialiste du plateau, Lénaïque Bredou, où on a vraiment basculé. Oui, non, Lénaïque? En fait, je pense que c'est dans le même mouvement. C'est-à-dire là où je suis totalement d'accord avec ce que disait Raphaël Baquet, c'est que le moment MeToo n'arrive pas de nulle part. De toute façon, les événements dans la société ne surgissent pas de rien, ne viennent pas de rien. Toutes les années qui précèdent, on voit une mobilisation dans la société, de nouvelles organisations féministes qui se créent, des mobilisations plus fortes que dans les années précédentes. Il y a des vagues comme ça qu'on voit dans la mobilisation féministe, et aussi dans les rédactions. Il y a l'association Prenons la Une de femmes journalistes qui se crée à cette époque-là. Tout ça, il y a tout un contexte, exactement. Il y a tout un contexte, à la fois dans la société et dans les médias. C'est heureux quand même que les médias soient aussi traversés par les mêmes mouvements, les mêmes tiraillements et les mêmes questionnements que la société. Et donc, quand arrivent ces affaires les unes derrière les autres, en réalité, les rédactions, elles avancent, elles évoluent et elles changent leurs pratiques. Et quand arrive l'affaire Dominique Strauss-Kahn, je couvrais le Parti socialiste, j'étais toute jeune journaliste politique à l'époque. Et effectivement, je pense que c'est vraiment le moment de la bascule. C'est-à-dire, on n'a pas encore basculé, c'est le moment de la bascule, parce qu'on se retrouve avec des responsables de rédaction qui, à l'époque, sur des plateaux de télévision, parlent de troussage de domestiques tranquillement. Donc, on est quand même, ça c'est inimaginable aujourd'hui en ces termes de la part des mêmes personnes. Tranquillement, ça fait scandale. Jean-François Kahn fait scandale quand il dit ça. Moi, je pense qu'au contraire, c'est déjà à l'époque. Tout à fait. Quand je dis tranquillement, lui, il le dit tranquillement. La réception de ça, justement, c'est là où il y a la bascule. Et effectivement, donc 5 ans plus tard, donc avec France Inter, heureusement, France Inter et Mediapart, on a publié donc l'enquête sur Denis Beaupin, qui était à l'époque vice-président de l'Assemblée nationale. Et là, on est 1 an et demi avant MeToo, donc c'est là où on voit bien que ça s'inscrit dans un mouvement plus long, où effectivement, dans la réception, je pense qu'il y a immédiatement une différence, c'est qu'il n'y a plus à ce moment-là, alors en tout cas plus, ou pas beaucoup, en tout cas moins, le questionnement sur la question de la vie privée, qui est, au moment de l'affaire Dominique Strauss-Kahn, encore un sujet de débat. Et justement, le changement, c'est que c'est un débat. 5 ans plus tard, c'est plus vraiment un débat. Quelques semaines après la publication de l'enquête, par exemple, il y a eu une de Libération et une du journal du dimanche, du JDD, l'ancien JDD. De l'époque. Voilà. Sur les femmes politiques qui interpellent, sur le sexisme en politique, sur les violences sexistes et sexuelles en politique. C'est-à-dire, on est tout de suite au cœur du sujet de comment une enquête sur une personnalité révèle des éléments bien plus larges, bien plus structurels. Et c'est d'ailleurs tout l'objectif d'une enquête journalistique. C'est pas uniquement de viser une personnalité, c'est de, à travers cette enquête, raconter quelque chose de plus grand que cette histoire-là. Alors, il y a une histoire qui n'en finit plus de rebondir, c'est l'affaire Depardieu, une affaire qu'on suit de très très près à MeToo Média, puisque Charlotte Arnoult est avec nous depuis 1 an et demi. Elle était toute seule au début, Charlotte, avant que les autres femmes arrivent en renfort. Elle était toute seule. Et je sais que tu nous regardes, Charlotte, que tu ne pouvais pas être avec nous aujourd'hui, mais je salue ton courage. Et c'est vraiment un honneur de t'avoir avec nous à l'association. Et cette affaire Depardieu, je voudrais qu'on en parle tous les trois, parce que vous l'avez tous les trois suivi. Et Tristan me disait, quand on préparait l'émission, il me disait, mais tu sais que Depardieu, on a fait un complément d'enquête en 2013. Et qu'est-ce que tu m'as dit, Tristan ? Que je pense que la version 2023 sera très différente. Non, mais voilà, je pense que c'est... En 2013, vous n'aviez pas du tout traité cet aspect-là de Depardieu. Non. Et allez, on fait son mea culpa. Non, et rétrospectivement, non, c'est sûr que ça pose question. Mais je pense que c'est en ça qu'il y a... Alors, il y a sans doute encore plein de choses à faire, mais qu'on est quand même, je pense, dans une évolution qui est positive. Aujourd'hui, quand on fait des portraits, on ne se dit pas, oui, ça relève de la vie privée. L'année dernière, il y a 2 ans, on a fait un portrait d'Éric Zemmour, par exemple. On a consacré, je ne sais pas, peut-être 5 ou 10 minutes au fait qu'il y avait 6 ou 7 femmes qui l'accusaient d'agression sexuelle. Alors, ça n'a pas forcément été repris trop dans le débat public. Vous n'aviez pas été nombreux sur Zemmour, quand même. Non, mais c'est Mediapart, comme souvent, qui a sorti les premiers témoignages. Et c'est vrai que
il y a eu quand même quelques questions pendant la campagne, l'émission politique de France Télé. Il y avait Laurent Guimier qui avait essayé qui avait posé une question Ouais. à Zemmour. Je crois que c'est la seule fois où il a été questionné directement sur le sujet. Ça n'a pas été un thème de débat. Mais en tout cas, voilà, dans les portraits que l'on fait, c'est-à-dire que même quand on ne fait pas uniquement un sujet sur les VSS, quand on va faire le portrait d'une forte personnalité comme celle d'Éric Zemmour, eh ben oui, on ne se dit pas que le fait de forcer des jeunes stagiaires à l'embrasser, c'est de la vie privée. On se dit que bah oui, c'est un délit pénal, ça s'appelle une agression sexuelle et ça doit être porté à la connaissance du public. Et donc sur Depardieu, bah oui, c'est sûr que en 2013, alors c'est pas moi directement qui ai fait le sujet, je ne sais pas s'il y avait déjà des rumeurs, j'imagine que oui. Au moment de l'américanisation de Depardieu, il y a eu cette sorte de viol quand il avait 9 ans. Après déjà avant, il violait, il le disait, qu'on a un ça peu lui a coûté redécouvert, mais moi j'ai Oscar. redécouvert ça en lisant les formidables séries de Raphaël Baquet dans le Monde cet été. Mais c'est sûr que oui, là, en 2023, le portrait de Gérard Depardieu va être bien différent de celui d'il y a 10 ans. D'ici la fin de l'année ou tout début 2024. Alors oui, c'est intéressant, il y a eu une série dans Le Monde cet été en 6 épisodes, Raphaël, que vous avez cité, ça nous intéressait beaucoup d'en parler. C'est une série chronologique qui raconte Depardieu. Et alors, ce qui est très étonnant, c'est que ça a MeToo Média, ça a drôlement tangué sur cette série. Alors, on a un fil de discussion, mais si on ne s'envoie pas 3000 mots par jour, c'est un truc de fou et ça discute énormément. Et sur cette série, il y avait vraiment 2 camps. Il y avait ceux qui la trouvaient très bien, et puis il y avait ceux qui disaient « Ouais, mais Raphaël, elle n'a pas assez nommé les choses. Une main aux fesses, c'est une agression sexuelle. C'est dans la loi. » Et je me demande comment on fait, quand on est journaliste, pour faire le portrait d'un monstre sacré comme Depardieu, en essayant de rester juste. Il y a les victimes, il y a le mis en cause, et puis il y a tous les gens autour, tout l'écosystème. Et ça a dû être peut-être un débat déontologique aussi au journal Le Monde, de faire cette série ou pas? Ben non, au contraire, je trouve que Depardieu, il raconte très bien l'évolution de l'époque. Il raconte très bien le milieu du cinéma aussi. Il fait Les Valseuses, c'est un film culte. Quand vous regardez Les Valseuses aujourd'hui, c'est injouable. C'est impossible, on ne le referait pas. Ça raconte tout à fait bien les années 70. Donc je pense qu'au contraire, c'est très passionnant. Et ce qu'il raconte, pourquoi il se permet ça? Pourquoi tout le monde autour de lui trouve qu'il est merveilleux, tellement rabelaisien? Vous voyez, aujourd'hui, on ne dirait jamais ça. Donc au contraire, je pense que ça raconte le changement de regard que nous portons sur ce genre d'agression. Et pourquoi aussi on laisse faire Depardieu? Parce qu'il est aussi un très grand acteur. Et ça, il faut que, justement, c'est ça l'installation du pouvoir. Pourquoi est-ce que, lors d'un tournage, il peut se permettre des choses impossibles aujourd'hui, effectivement, de harceler et d'agresser sexuellement la maquilleuse, l'éclairagiste? Pourquoi? Mais parce que les gens l'admirent, parce qu'il a du pouvoir, parce que sur son nom, on monte un film, parce que c'est un budget qui arrive. Il faut raconter tout ça. Un agresseur sexuel, c'est pas un monstre en tant que tel qui... Non, ça peut être... D'abord, ça peut être n'importe qui. Et puis, s'il dure si longtemps et s'il installe ce pouvoir-là, c'est justement pour d'autres raisons. Et moi, je trouve que c'était très intéressant et important de raconter ça. C'est-à-dire que Depardieu peut être un type ignoble, inacceptable, un agresseur et un violeur, et il peut être aussi un très grand comédien. Les monstres n'existent Voilà. pas. Il est les deux. Et c'est pour ça que ça a duré si longtemps. Et moi, je pense que c'est très important de raconter justement toute la complexité, y compris le milieu du cinéma quand même. Ce qu'on raconte sur la façon dont se passent les tournages de Piala, mais Piala ne tiendrait pas 3 minutes aujourd'hui. Donc, et effectivement, à l'époque, au contraire, on trouve ça génial. Donc, bien sûr que la société a changé elle-même de regard sur ce genre de comportement. Elle a changé, sa limite de tolérance s'est abaissée, et tant mieux. Mais je veux dire, je pense que c'est important de le dire. C'est vrai que Les Valseuses, encore une fois, était un film culte. Ouais, mais alors, question pour les Naïg. Moi, tout le monde sait qu'on connaît Charlotte à l'association, et on vient me voir en me disant, elle y est retournée. Et moi, je dis, mais quasiment toutes les victimes y retournent, en fait, pour demander des comptes. C'est souvent, c'est vraiment très courant. Et je me demande, les Naïg, si les médias, déjà, sont prêts à comprendre le fonctionnement des victimes, et si l'opinion publique
est prêt à comprendre aussi. On en est où, grosso modo, Lénaïque, par rapport à ça? Je ne sais pas, pour les médias, je serais bien embêtée de répondre pour l'intégralité des rédactions, puisque je travaille dans une seule rédaction, donc je ne me rends pas compte des discussions éditoriales ou des débats qu'il peut y avoir. Justement, ce qui est très intéressant dans le mouvement social qui est MeToo de manière générale, et dont la presse est un des acteurs, en réalité, par les enquêtes que la presse produit, et aussi par le travail d'explication, d'analyse, de relais que la presse est. Dans ce mouvement social, il y a une diversité de paroles, une diversité de prises de position, une diversité de récits qui ne fait qu'émerger, qui émerge au fil des années. On croit que ça va s'arrêter, et ça ne s'arrête jamais, car en réalité c'est extrêmement massif, et puis qu'il y a beaucoup de champs qui n'ont jamais été abordés, pris au sérieux, et qui ne font que s'ouvrir davantage d'année en année. On l'a vu, la question des violences sexuelles est très grande en réalité. Elle s'ouvre aux questions de violences intrafamiliales, au rapport de consentement plus général, au rapport au corps, au rapport à la norme, etc. Et dans tout ce spectre-là, la connaissance journalistique s'améliore. Heureusement, hein. Enfin, je veux dire, c'est la moindre des choses, j'ai envie de dire quand même. On ne va pas non plus s'honorer de faire correctement notre travail, mais s'améliore parce qu'il y a aussi plus de journalistes qui s'intéressent à ces sujets, qui travaillent à long terme, enfin, qui prennent du temps pour le faire, des ressources documentaires, des ressources de recherche disponibles, des prises de parole publiques qui sont de plus en plus importantes, et au fur et à mesure que cette connaissance augmente, alors les mécanismes des violences sont mieux décrits dans la presse et mieux connus. Il y a une espèce d'effet vertueux. Plus il y a de connaissances sur le sujet, mieux les victimes sont entendues, plus la retranscription de leurs paroles est précise, et plus la connaissance générale... Enfin voilà, vous voyez, moi je crois beaucoup à ce cercle vertueux. Il est évident qu'il y a des sujets d'enquête que l'on peut prendre, qu'on arrive à faire aujourd'hui, qu'on arrive à faire aboutir dans le journal, qu'on n'aurait pas forcément réussi à faire aboutir avant. Et je pense par exemple, effectivement, il y a les questions aujourd'hui un peu mieux connues d'emprise, etc. Mais il y a un des faits qualifiés de moins graves. Par exemple, nous, on a une vraie difficulté, souvent, sur les faits dits moins graves, qui sont moins graves au regard du code pénal, mais qui, pour la personne concernée, peuvent être traumatisants et de toute façon pas tolérables. Et dans l'échelle de la gravité, on a encore parfois du mal à justifier notre travail en disant « ouais, mais bon, c'est quand même moins grave que, sous-entendu, moins grave que les faits les plus graves, c'est-à-dire des viols ». Et ça, on a encore cette difficulté, je pense, dans la réception du débat public, et ces dernières semaines ne font que me conforter dans cette idée. Et l'autre chose, c'est aussi sans doute parfois sur des champs moins connus, là pour le coup, comme par exemple la question des violences psychologiques, où nous, on a réussi à faire plusieurs enquêtes, mais c'est vrai que c'est souvent même plus difficile encore à convaincre de l'opportunité, de l'intérêt, y compris parfois même des personnes elles-mêmes, des victimes elles-mêmes qui ont peur de la réception, qu'on ne les croit pas en fait. Alors, il y a aussi des questions déontologiques qui se posent. Je vais vous raconter quelques coulisses. Tristan et moi, on s'est rencontrés il y a quelques mois à l'occasion du complément d'enquête sur PPDA, enquête réalisée par Romain Verlet. Et il y a eu des tonnes de questions que vous vous êtes posées avec l'équipe sur cette affaire PPDA. Est-ce que tu veux bien dire un petit peu ce qui s'est passé? Je ne sais pas, tu m'as dit des tonnes. Non, mais les questions, voilà, qu'est-ce qu'on fait? On trouve des documents, c'est compliqué, oui. On les produit, on ne les produit pas. Enfin, qu'est-ce que vous êtes posé comme question sur cette enquête? Les bonnes victimes, enfin tout à l'heure, entre guillemets, hein, je précise, de la même manière qu'il y a 10 ans à TF1, on pouvait nous dire non mais elle met une mini-jupe, ça ne peut pas être une bonne victime. Aujourd'hui, ce ne serait plus le cas. Et c'est vrai que sur PPDA, je me fais un coup de fil avec Muriel Réus, qui est ici, que je devais interviewer. En fait, quelques jours avant l'interview, en fait, on a retrouvé, enfin, on a obtenu plutôt la plainte pour dénonciation calomnieuse de PPDA, d'ailleurs, Je suis dedans. qui a été. Ouais. On l'a toujours pas reçu, nous. Ah bon? Non, c'était ça la question? Ouais. Non, nous, c'est complément d'enquête. C'est complément d'enquête. C'est des compléments d'enquête qui nous a avertis qu'on était 16 à avoir une plainte en dénonciation. Je pense qu'il l'avait retiré, non? Non, c'est la première qui a été retirée, pas la deuxième. D'accord. Je te tiens au courant. Ok. Et en fait, donc, dans cette plainte, il y a des courriers de plusieurs plaignantes, enfin d'accusatrices de PPDA, qui, en gros, des lettres d'amour, on peut qualifier ça, enfin résumer ça comme ça. En fait, on est un peu embêté quand on tombe là-dessus, parce qu'on se dit, tiens, c'est un élément d'information.
PPDA, pour sa défense, il nous dit bah, tiens, j'ai 5 sur. Il a tout gardé, c'est hallucinant. sur Le moindre petit mot, il a tout gardé. À l'époque, je crois qu'il y avait 22 accusatrices, aujourd'hui il y en a 50. Il nous dit bon, bah, moi j'ai 5 femmes qui m'accusent aujourd'hui et qui vraisemblablement étaient amoureuses de moi. Donc on est un peu embêté par ça, on se dit qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on fait comme si ça n'existait pas? On tait un élément de défense entre guillemets de PPDA qui est très imparfait, très partiel. Et je me souviens qu'à l'époque j'avais appelé Muriel Réus, avec qui on avait déjà convenu d'une interview en plateau après la diffusion du documentaire. Je lui ai dit on est embêté parce qu'on a ça, on pense que c'est important, c'est un élément d'information. On se rend très bien compte que si on les livre bruts comme ça, ça peut donner l'impression qu'en fait, PPDA n'a violé personne et qu'en fait, c'était simplement des relations consenties. Et on a eu toute une discussion avec Muriel où je lui expliquais, moi je pense d'un point de vue journalistique que c'est important, que aujourd'hui l'opinion publique, les téléspectateurs, ils sont mûrs pour comprendre la difficulté de ce type de fait. Qu'une victime peut écrire une lettre pour essayer de sauver son job. Qu'il y a des phénomènes d'emprise, qu'on a affaire à des femmes qui avaient 20 ans à l'époque et qui voyaient PPDA qui était surpuissant à TF1 et qu'on imagine très bien dans quel contexte elles ont pu lui écrire ça. Et c'est vrai qu'on avait tout un débat sur est-ce qu'on ne va pas affaiblir l'enquête. Et moi je pensais au contraire que ça pouvait la solidifier, de montrer que un viol, on commence à comprendre quand même sérieusement aujourd'hui, c'est pas uniquement le viol dans un parking avec. Ça n'existe pas. 91% des viols, c'est quelqu'un que vous connaissez. Et voilà, donc c'est vrai que sur PPDA, on a trouvé que c'était important, même si on se rendait bien compte que ça pouvait être hyper violent de dire nous, on pense que c'est important de les montrer, non pas pour affaiblir les accusations contre PPDA, mais au contraire pour montrer qu'elles peuvent être encore plus fortes quand elles sont détaillées et racontées dans toute leur complexité. L'affaire Hulot, c'est une affaire à rebondissement, parce qu'il y avait déjà une première enquête dans l'Hebdo qui a coûté la vie de l'Hebdo, de Anne Jouan notamment, mais que personne n'a cru, puis ça a rebondi des années après. Qu'est-ce qu'on peut en dire de l'affaire Hulot ? Ouais, je crois que ça a été l'enquête la plus longue de France Télévisions. Elle a enquêté, je crois, pendant 4 ans. Mais c'est pareil, ça a été les mêmes. Et peut-être qu'aujourd'hui, elle sortirait plus vite. On avait. Alors, Virginie est en train de monter un super documentaire sur Cyril Hanouna. C'est pour ça qu'elle n'est pas là. Elle est pardonnée. Non, et à l'époque, elle avait très vite, je crois que c'était dès 2017, 2018, peu après le premier article d'Hebdo, eu un témoignage face caméra d'une victime de Nicolas Hulot, et c'est vrai qu'il y avait eu des gros débats au sein de France Télévisions. Alors ce témoignage, a priori, il est recoupé, il est vrai, mais... Est-ce qu'un seul témoignage suffit ? C'est toujours pareil, on nous dit toujours, il n'y a qu'une victime. Il y en aurait une deuxième, on croirait. Et pour le coup, c'était vraiment ça avec Nicolas Hulot, alors qu'a priori, on est violeur dès la première victime. Et non, ça a été un gros débat. Elle a enquêté pendant plusieurs années pour convaincre, et il y a encore d'autres victimes qui... c'est ça qui est terrible, c'est qu'elle avait énormément d'autres victimes, mais qui malheureusement ne voulaient pas témoigner face caméra, et il a fallu effectivement qu'il y en ait d'autres, et ensuite ça a été un effet domino, et elle a fini par avoir je crois 5 témoignages au final qui lui ont permis du coup de convaincre tout le monde que c'était nécessaire Moi, ce que j'ai trouvé intéressant avec la séquence Hulot, c'était la défense de Nicolas Hulot qui n'a jamais répondu à Virginie et qui est allé sur BFM Télé la veille de chez Bruce Toussaint. Chez Bruce Toussaint pour dénoncer le tribunal médiatique, et au final lui-même s'est servi des médias pour répondre sans répondre, parce que, et c'est ça moi que je trouve assez terrible sur ces questions-là, c'est qu'on a très rarement les mises en cause qui nous répondent. Sur PPDA, on attend toujours son interview. Nicolas Hulot, pareil. Depardieu a fait une lettre dans le Figaro. Sur Luc Besson aussi, c'est pareil. En fait, les gens, ils vont à la télé ou dans des journaux, mais pour répondre dans des formats ou avec des journalistes qui ne connaissent pas forcément l'intégralité des faits. C'est-à-dire que là, Luc Besson, il est allé dans plusieurs... Non, on va dire, on lui a déployé le tapis rouge. Non, mais dans des formats qui sont... ce ne sont pas des formats d'enquête, donc... bien sûr, ça n'empêche qu'on peut pas leur dire quand même... attendez, mais il y a encore... il y a un non-lieu en France, mais il y a encore une enquête en Belgique quand même. Non, mais je veux dire, moi, je ne veux pas distribuer les bons, les mauvais points. C'est-à-dire que même pour Hulot, c'était pareil. Il est allé chez Bruce Toussaint. Bruce Toussaint, il a fait son interview avant de savoir ce qu'on reprochait à Nicolas Hulot. Donc c'est super dur de porter le contradictoire. C'était la veille de l'envoyé spécial, en fait. C'était la veille. Ouais. Tout ça en dénonçant le tribunal médiatique. Sur Nicolas Hulot,
Raphaël, Lénaïgue, ou d'autres enquêtes, Besson, on a parlé de Besson aussi. Toutes ces affaires, elles racontent le fonctionnement du pouvoir quand même. Donc c'est ça qui est intéressant, parce qu'à vrai dire, le viol ou l'agression sexuelle, c'est toujours un abus de pouvoir aussi. Donc, c'est bien de le dire. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle raconte ça. Et à part l'affaire Strauss-Kahn, où est arrêté en pleine ascension le favori de la présidentielle, à part cette affaire-là, Depardieu, Hulot, Poivre, elle touche des gens qui sont en déclin. Donc c'est un peu différent. C'est peut-être aussi pour ça que du coup les témoignages d'abord ont cours. Aussi peut-être pour ça que les témoignages sont mieux crus que quand l'homme est en position vraiment de pouvoir. Je pense que c'est quand même très très lié. Et c'est aussi pour ça qu'il faut examiner toutes ces affaires à cette aune-là. Lénaïgue. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que la réception des enquêtes dépend tout à fait du niveau de pouvoir de la personne qui est citée. De son pouvoir, de sa réputation, de l'admiration qu'elle peut susciter dans certains milieux. Et je serais d'ailleurs assez moins optimiste sur l'industrie du cinéma aujourd'hui que de croire que tout est... Est-ce que le cinéma a vraiment fait son MeToo? Ça, j'en sais rien. En tout cas, je pensais des Disons mouvements que c'est très... plus dangereux aujourd'hui. En tout cas, que beaucoup de femmes qui y travaillent seraient moins optimistes que de penser que tout a changé. Je pense que c'est tout à fait relatif. Mais en tout cas, il y a, enfin, en fonction de la situation de pouvoir et de cette audience des personnes mises en cause, une réception très différente médiatiquement aussi, c'est-à-dire la réception médiatique des enquêtes. Voilà, par exemple, évidemment, aujourd'hui, on voit bien sur Luc Besson, par exemple, la possibilité qu'il a. Alors, moi, je suis un peu comme Tristan, c'est-à-dire, il y a des émissions où c'est plus ou moins facile d'interpeller, de retourner, enfin voilà, où le schéma d'interview est quand même pas forcément très évident. Ah, mais est-ce qu'il faut le recevoir? Exactement. Mais par ailleurs, considérer que c'est un événement qu'il revienne... Est-ce que Salamé était obligé de le recevoir? Est-ce que France Inter était obligé de le recevoir? Question. Tout à fait. Et par ailleurs, voilà, Luc Besson fait partie des réalisateurs qui n'a jamais répondu quand on a publié les enquêtes avec Marine Turki à Mediapart, et qui, par ailleurs, professe des contre-vérités sur le travail que nous avons fourni. Donc c'est quand même relativement problématique. C'est là où ça montre que même quelqu'un qui est en déclin, si c'est pas très aimable de ma part, mais enfin, en tout cas dont la carrière n'est pas au maximum comme il a pu être comme Luc Besson, cette opportunité médiatique aujourd'hui de dérouler ses argumentaires reste extrêmement grande, tout comme... Il est dans les festivals, est-ce que c'est vraiment un déclin? Non, c'est pour ça que en tout cas, par rapport à ce que ça a pu être à un certain moment, peu importe. En tout cas, aujourd'hui, clairement, c'est tout à fait possible d'avoir été mis en cause par de nombreux témoignages et de continuer à dérouler comme si de rien n'était.